Nous allons maintenant écouter Edith Fuchs. Edith Fuchs, vous avez récemment discuté une controverse Jérusalem avec Peter Travny, et je crois que votre intervention aujourd'hui est un peu dans la continuité de cette controverse. Je rappelle, mais vous le savez, que vous avez récemment publié 2 livres importants. D'une part, Entre chien et loup, des dérives politiques dans la pensée allemande du XXe siècle, aux éditions du Félin, qui montre cette descente d'une pensée qui, de Nietzsche va vers Schmitt, de Schmitt vers Rosenberg, etc., se dévale. Et deuxième livre, plus récemment, Les Écritures d'Auschwitz, défiguration et transfiguration de l'histoire, chez Delga en 2014. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je remercie François Rastier, je remercie la Maison Heine, je vous remercie d'être là. Donc, moi, je ne vais pas parler de Heidegger et je vais commencer, si vous voulez bien, par dire un mot qui va peut-être vous contester un tout petit peu en général sur le titre de cette table ronde. Y a-t-il une philosophie raciste et antisémite ? Il me semblait qu'il fallait que je dise un mot de ces 2 termes. Puisqu'il me semble, en tout cas en français récemment, enfin en français, on a suivi en français le terme donc d'antisémitisme qu'on impute généralement à Wilhelm Marr, qui trouvait que anti-judaïque ne suffisait pas parce que ça laissait de côté les juifs non confessionnels, comme il les appelait. Hein, on voit ça dans La Victoire, dans son livre Victoire du judaïsme contre la germanité de 1889. En tout cas, il me semble que antisémite et raciste ne sont pas synonymes, parce qu'il y a beaucoup justement d'antisémitisme qui ne sont pas racialistes, comme on dit. Ainsi, par exemple, je dirais même dans la période pré-nazie et nazie, je vais citer plutôt un nazi, par exemple Stapel, dans la revue c'est Deutsches Volkstum, combat l'emprise des Juifs contre la culture, et lui, il défend un antisémitisme spirituel. Ernst Jünger se déclare très hostile à la biologisation nazie, aux instituts d'hygiène raciale et à la Rassenkunde, mais il a une hostilité évidemment virulente contre celui qu'il appelle le Zivilisationsjude, c'est-à-dire le juif émancipé, le juif germanisé. J'ai une citation que j'ai prise à Louis Dupeux de Ernst Jünger. La nouvelle attitude allemande trouvera ce juif émancipé à chaque pas, en se sentant directement menacé par lui. J'ai aimé cette citation parce qu'on pourrait presque l'attribuer à Carl Schmitt. Hein, c'est le juif qui menace directement. La menace, c'est l'ennemi existentiel, hein, dont parle Carl Schmitt. Alors, voilà, je voulais juste rappeler qu'après l'antisémitisme rationnel de Hitler, si vous vous souvenez, c'est ce qu'il proclame contre les pogromistes, il y a l'antisémitisme spirituel de Stapel, il y a l'antisémitisme civilisationnel, pardonnez-moi, de Jünger, et je crois que là, on a un dernier né avec Peter Travny défendant Heidegger, et qui a inventé un antisémitisme historial, qui serait si incrusté dans l'histoire de l'être heideggerienne. Voilà, c'est ma première remarque. Avant d'en venir à mon propos. Ma deuxième remarque, c'est tout à fait autre chose. Je voudrais rappeler que beaucoup d'historiens, et même parmi les meilleurs, quand ils s'occupent des sources intellectuelles ou des sources spirituelles, culturelles du nazisme, sans remonter bien entendu aussi haut que ce qui vient d'être fait, ou quand ils s'occupent de la collaboration très ardente des savants et des intellectuels pendant le nazisme, il nomme sans aucune distance critique une marée d'auteurs qui ont été reçus pendant la période pré-nazie et nazie, directement nazie, qui ont été reçus pour des savants ou pour des philosophes, pour des intellectuels, sans l'être nécessairement et même sans l'être du tout. Je pense par exemple
bon, peut-être qu'il était certainement philosophe, mais Klages a été proclamé le plus grand philosophe pendant un moment pour son livre sur la lutte entre Seele und Geist. Bleuer aussi, par exemple. Bleuer est vraiment un faux philosophe et il a été proclamé tel. Quant à Spengler, je me suis efforcée dans un livre donc, qui a été cité tout à l'heure, de montrer que c'est plutôt de la parodie, une parodie de philosophie que contient Le déclin de l'Occident, tellement célèbre, plutôt qu'une véritable philosophie, bien que Spengler ait eu le projet d'écrire, enfin, dit-il, une véritable philosophie allemande, antique, ancienne. Alors, quant à Rosenberg, je crois que c'est évident que c'est un propagandiste pur et simple. Alors là, je crois qu'il faut vraiment regarder, je n'ai pas le temps ici de passer en revue, il y a un livre qui vient d'être publié, enfin en partie en français, qui est le merveilleux Max Weinreich, Le Hitler et les professeurs, qui montre l'étendue de la parodie, l'étendue du désastre intellectuel qui a frappé en Allemagne. Alors, je crois donc on voit non seulement des historiens confondre des faussaires avec d'authentiques savants et philosophes, mais on voit aussi, je crois, des philosophes parler justement de la philosophie du nazisme. Pardonnez-moi, moi je me suis centrée sans doute un peu prosaïquement sur le titre de la table ronde. Je ne suis pas du tout spécialiste de Heidegger. Voilà. Alors, je laisse les grands spécialistes ici. On voit des philosophes donc parler de la philosophie du nazisme. Et alors, il se trouve que j'ai jeté un coup d'œil à un petit opuscule qui vient de paraître. C'est la republication d'articles de François Châtelet. J'en ai lu un certain nombre. Et alors, j'ai vu avec un certain étonnement. Alors, c'est sous le titre L'apathie libérale avancée. C'est des inédits aux collections Point. Page 186, François Châtelet écrit donc en 1968, c'est-à-dire à un moment quand même où on n'est pas complètement ignorant, il écrit que Heidegger aurait attaqué les bases philosophiques du national-socialisme dans un enseignement académique que lui, Heidegger, aurait maintenu, je me demande bien où d'ailleurs, après sa démission du rectorat. Il dit qu'il a poursuivi un enseignement académique dans lequel il attaque les bases philosophiques du national-socialisme. Et donc, ce philosophe très réputé, François Châtelet, ne trouve rien à redire à la notion même de base philosophique du national-socialisme. Voilà. Alors, les convictions que je vais exposer, plutôt que défendre, parce que je n'ai pas vraiment le temps, sont à peu près les suivantes. C'est que philosophie du nazisme, philosophie nazie, philosophie antisémite, donc, sont des vocables qui me paraissent infiniment plus impensables encore que cercle carré. Alors, pourquoi ? Alors, parce que, bon, comme ça vient d'être fait, mais je le répète d'un autre point de vue, je suis complètement ce que défend l'historien anglais George Moss, qui a écrit, je crois que c'est traduit maintenant en français, Crisis of German Ideology, avec beaucoup d'autres, d'ailleurs Moss n'est pas le seul. Il dit la révolution, la soi-disant révolution nationale-socialiste, c'est une révolution anti-juive. Un point, c'est tout, c'est ça le centre, l'alpha et l'oméga. D'ailleurs, cette destruction rédemptrice des juifs, salvatrice, Hitler en fit ce que vous savez sûrement, ce qu'il a baptisé son arme secrète. Il savait très bien qu'en mettant sur le tapis l'antisémitisme et la destruction des juifs, il allait entraîner les foules dans un grand enthousiasme. Voilà, alors, mon premier point, ça sera de dire quelques mots sur le sujet suivant, c'est que dire philosophie nationale-socialiste, comme donc François Châtelet vient de le dire sans ciller en 68, philosophie nationale-socialiste, philosophie antisémite, philosophie criminelle, ça n'est pas une affaire de logique. C'est le premier point sur lequel je voudrais dire 2-3 mots. Je me contenterai ici de 2 arguments. Le premier, c'est que donc cet oxymore n'est pas une affaire de logique, c'est une affaire de politique, évidemment. Alors, la politique, elle est réduite, tout le monde le sait bien, elle est réduite par Hitler, par ses alliés, par ses complices, à des rapports de force violents. Il s'agit de dictature sans État. Vous me pardonnerez, je ne prends pas ici la notion
de totalitarisme parce que je trouve qu'il y a beaucoup à critiquer. Donc je dis dictature sans État, policière, militaire, sans droit, sans loi, en dépit de la masse de juristes. Et je n'ai pas le temps de montrer, mais ça va de soi que, par exemple, les prétendues lois de Nuremberg sur la protection du sang et de l'honneur allemand c'est une parodie, ce ne sont pas des lois. Franz Neumann, dès 1939, a écrit un livre que vous connaissez sûrement, qui a pour titre Behemoth et non pas Léviathan. Cet historien qui se livre à une analyse déjà très précise dès 1939 des rouages du régime affirme à plusieurs reprises que la philosophie n'a rien à voir là-dedans. Voilà. Alors, un historien autre, français beaucoup plus récent, Burin, a raison, je crois, de voir que les moteurs émotionnels majeurs du nazisme sont le ressentiment et la fascination destructrice. Et alors là, c'est là où il y a un thème qui vient certainement, comme vous l'avez montré, qui a peut-être, oui, sûrement, une source gnostique, fascination destructrice pour l'Apocalypse. D'ailleurs, Peter Travny ne dit rien, mais tout à fait à la fin de son tout petit opus, La liberté d'errer avec Heidegger, paru en français, tout à fait à la fin, il évoque d'ailleurs naturellement en invoquant Empédocle, n'est-ce pas, la fascination pour les flammes. Il faudra analyser ce genre d'image. Or, ce type de régime, et on en a d'autres échantillons, avec le stalinisme, bien sûr, avec Pol Pot, etc., ce type de régime détruit la vie sociale, bien sûr, détruit la vie artistique. Tout le monde connaît les expositions sur l'art dégénéré, détruit la vie intellectuelle, scientifique et philosophique. Donc, on peut dire que, d'ailleurs, Sidonie Kellerer a trouvé dans un séminaire de Heidegger de 1933 que Heidegger disait que l'enseignement de Descartes était une dépravation. Dépravation, c'est presque le même mot que le dégénérescence. Dépravation de l'esprit allemand, bien sûr. Je me permets, dans une parenthèse, de nommer l'ouvrage qui vient d'être republié de Julius Margolin, qui avait été publié en français tout de suite après la guerre sous le titre « La condition inhumaine », et où il est question là des camps en URSS. Et le Margolin montre bien que il y a un air constant, si je puis dire, dans ces régimes, c'est l'humiliation méthodique. Quand ce n'est pas la destruction, l'humiliation méthodique des vrais philosophes et des vrais intellectuels. Alors, en matière donc de vie intellectuelle, on a une politique de mise au pas, de soumission, qui n'est plus donc une soumission à quand on n'assassine pas les gens, c'est pas une soumission à la théologie, c'est une soumission au mouvement. Donc, à bas les philosophes, à bas la philosophie, vive la Weltanschauung à la place. Alors, je crois donc, pour cette raison, philosophie nazie ne peut même pas être dite, même du point de vue nazi, ça n'a aucun sens. Mon deuxième argument, je disais que j'avancerais 2 arguments seulement. Donc mon premier argument, c'est que on a affaire à une politique, il n'est pas question de logique, il est question d'une politique de destruction des intellectuels et d'humiliation, de toute façon, si jamais il reste en vie, d'humiliation, oui, de soumission, voilà. Mon deuxième argument reviendrait une seconde sur ce que j'ai rappelé. Il y a eu une masse d'écrits, donc, et sur ce que vous avez rappelé, que j'ai essayé de montrer, il y a une masse d'écrits qui est assez connue, reçus pour philosophique au 19e et au 20e, qui appellent en effet à l'élimination et à la destruction des Juifs. Sans remonter à Luther, on peut, au plus près du nazisme, je crois, il faut remonter, je crois, à Paul de Lagarde et au Deutsche Schriften, Fleuve, une masse écrite mais publiée entre 1853 et 1886. Il est un des premiers à écrire et à appeler nommément à l'élimination. L'élimination des Juifs de notre vie nationale, c'est Ausscheiden. Alors, entre Paul de Lagarde donc, et Spengler et Rosenberg, bien sûr, jusqu'à récemment, donc, cet antisémitisme historial défendu par Peter Travny. Alors, il me semble que cette masse d'écrits abondants sont reçus avec faveur.
sont le fait de ce qu'on doit appeler des faussaires. Alors, soit des grossiers faussaires, des propagandistes comme Rosenberg, soit ceux qui plagient la philosophie. Hein, voilà. Alors, il me semble donc que philosophie nazie, philosophie du nazisme et même le sauvetage philosophique de ces choses-là, ça fait partie d'un vaste magma que j'appelle donc le magma des faussaires. D'où mon deuxième point, à quoi reconnaît-on un faussaire? Je m'embarque un peu, hein, mais c'est une question très difficile. Évidemment, ça reprend quasiment la question du sophiste de Platon. Donc, je ne prétends pas vraiment la traiter. Hein. Je propose, voilà, quelque chose. Alors, en fait, je ne propose pas tellement du neuf parce que je m'inspire de Bachelard, de ce que Bachelard a dit à propos de l'alchimie. Où il a dit elle est restée complètement... Ce qui la caractérise, c'est une fausse science, manifestement. Elle s'est, pour ainsi dire, elle a disparu, sauf dans l'esprit de quelques... tout à fait latéral, mais sinon elle a disparu du champ à partir du moment où il y a eu une chimie scientifique. Alors, l'alchimie, pendant des siècles, dit Bachelard, se caractérise, on la reconnaît, on vous dit que c'est une fausse science, se caractérise par son immobilisme. Tout le temps répéter, ressasser tout le temps les mêmes choses, jamais de rupture, pas de révolution de pensée, pas de distance critique. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a le même phénomène avec cette immense littérature donc de fausse philosophie. Cette production prétendument philosophique ressasse sans arrêt à deux points de vue. Je crois qu'elle ressasse les mêmes thèmes, alors avec plus ou moins d'habileté, c'est plus ou moins bien habillé, ça apparaît plus ou moins avec des concepts originaux, mais enfin, il y a des centaines de pages. Hein. Alors, tout à l'heure, j'ai fait allusion à Clague, c'est très important à cause de l'importance, cette matrice qu'est l'opposition entre la Seele et le Geist, entre l'âme donc, et l'esprit, hein, la lutte de l'âme contre l'esprit. Voilà, c'est une matrice pour des grandes dichotomies qui sont complètement figées, qu'on retrouve partout. Donc là, je n'ai pas besoin de rappeler. Hein. On a la raison, les arguments, l'universalité d'un côté, la grande ville, bien entendu, les sciences. Et puis de l'autre, on a l'intuition, on a la vie, on a l'intérêt, l'instinct racique. Hein. L'instinct racique, c'est une formulation, je crois, de Spengler. Je ne sais pas si ça veut vraiment dire qu'on prend la race au sens biologique. Pardonnez-moi, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que ça veuille dire ça. Instinct racique, ça veut dire quelque chose de très profond. Il dit les flux du sang, mais je ne pense pas du tout qu'il biologise le sang, je ne crois pas. Voilà, le sol. Alors, on a donc une matrice, c'est Seele et Geist, puis il y a une matrice qui est corollaire, qui est la culture et la civilisation. Hein, la culture est instinctuelle. Hein, elle est habitée par des flux. Je prends toutes ces formulations à Spengler, par les flux vitaux. Elle est sise sur la substance originaire raciale. Oui, raciale, c'est sûr. Alors la culture, la civilisation, au contraire, est cérébrale, etc. Alors, on a une vaste littérature qui est vraiment très ennuyeuse. On tourne tout le temps autour de ces mêmes dichotomies. Mais je crois que dans une seule œuvre aussi, on a ça. On a les redites, on a un ressassement qui est supposé, qui finit par convaincre. Alors, plus ou moins habile. Alors, il est certainement moins habile chez Spengler qu'il ne l'est chez Heidegger, bien entendu, mais c'est quand même lancinant. Tout de même, vous ouvrez n'importe quel texte de Heidegger, au bout d'un moment, vous tombez quand même sur l'oubli de l'être. Il n'y a rien à faire. Et puis, jamais une seule fois, il ne prend la plume pour dire de quoi il parle quand il dit l'être. De quoi s'agit-il au juste, hein? L'oubli de l'être et la main mise sur les étangs. Alors on dira, j'ai pas le temps là, on dira peut-être que Heidegger c'est pas immobile parce qu'il y a eu la fameuse Kehre. Alors là, je renvoie aux travaux de Sidonie, qui malheureusement n'est pas là, parce qu'elle a bien montré que ce tournant heideggerien est en grande partie une imposture. Alors maintenant, je vais faire appel encore à ce François Châtelet que je citais tout à l'heure, qui fort élégamment ramasse, je crois, ce qu'il appelle l'intérêt novateur de Heidegger. Je renvoie sa page 189. Hein, il fait un rapprochement très justifié avec Ernst Jünger. Et voilà, alors l'intérêt novateur, c'est que Heidegger nous a tous bien montré que la technique est née de la science. Et la science est un produit de la métaphysique. Et
Tout cela arraisonne l'homme jusqu'à le conduire vers le nihilisme où plus rien ne s'oppose à la volonté de puissance. Alors voilà donc l'histoire historiale de l'être, de son oubli, c'est l'histoire de la métaphysique dans laquelle, selon Peter Travny, donc, s'inscrit l'antisémitisme historial. D'où mon troisième point, ma troisième question, qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme historial ? Eh bien, un antisémitisme historial ne serait pas criminel. Même s'il conduit à un génocide, comme ce fut le cas, plutôt réussi en Europe. Pourquoi ? Parce que personne n'est coupable. Il n'y a pas de criminel et il n'y a pas de victime. Personne n'est ni coupable ni victime parce que c'est l'être qui mène la danse. C'est l'être qui a jeté les dés. Et voilà que c'est ce que défend Peter Travny avec quelques points d'interrogation rhétoriques dans sa liberté d'errer avec Heidegger au paragraphe 19 en particulier. Michel Cohen a mis Francis Cohen dans Le cas Travny, je crois qu'il figure là, et moi-même, pardonnez-moi, dans un article d'une revue en ligne de Catherine Kinster qui s'appelle Mes études, nous avons tous bien remarqué ce paragraphe 19, que malheureusement je n'ai pas le temps de lire, qui est très court, et qui dit, ou Peter Travny dit, que ce sont les questions que posent les victimes qui sont inhumaines, alors qu'on ne sait pas qui est coupable, et on ne sait pas si même il y a des coupables. Alors, il me paraît nécessaire de souligner que ces précisions signifient clairement que cette historialité ne laisse aucune place à la notion de crime contre l'humanité. Et ce n'est pas seulement parce que l'être mène la danse, mais c'est parce que l'antisémitisme, qu'il soit raffiné ou pas, élevé ou pas, métaphysique ou pas, récuse toute universalité. Alors là, je voudrais dire deux choses là-dessus, si vous permettez, même si c'est tout à fait banal. Je voudrais rappeler que le fond même, d'une part, le fond même de la révolution, de ce qu'on a appelé la révolution conservatrice, et puis de l'hitlérisme et de tous les régimes et convictions apparentées, ce fond tient exactement à un refus méprisant pour l'universel. Je prends un exemple entre 100 000, par exemple, ce que écrit Ernst Jünger. Voir dans le concept d'humanité le concept le plus élevé, c'est voir l'essentiel dans l'appartenance à une espèce de mammifère. Voilà. Son frère, Friedrich Georg, écrit, lui, dans Aufmarsch des Nationalismus en 1926, la communauté de sang ne connaît ni communauté européenne, ni humanité en général. Alors là, oui, d'accord. Je me dépêche. J'avais dû parler plus vite que j'ai expérimenté. Bon, je finis ça très vite alors. Alors, l'universalisme l'humanité comme notion universelle serait donc une fiction exsangue. C'est ce qu'écrivait, malheureusement, si je puis dire, la Coulabarde dans Fiction du politique. C'est une fiction exsangue de l'humanisme au sens reçu. Au contraire, l'universalisme juridique, je voudrais quand même dire un mot là-dessus, de la notion de crime contre l'humanité est une fiction, bien entendu, comme toute notion juridique, mais ça n'est pas une fiction du sentiment, c'est une fiction de la raison. Et je veux surtout dire d'un mot, c'est une fiction constitutive, qu'on dirait déterminante. C'est-à-dire que la fiction, la notion de crime contre l'humanité norme des institutions, elle norme des décisions, elle norme des pratiques, celles du droit pénal international. Je n'ai pas besoin de rappeler la CPI, elle est en train de fonctionner maintenant avec les tribunaux ad hoc. Voilà, on fait généralement le reproche au droit pénal international, on dit, il est impuissant,
parce que, de toute façon, il faut toujours que les politiques s'en mêlent. Vous connaissez l'argument contre Nuremberg, n'est-ce pas? C'est la victoire, c'est le tribunal des vainqueurs, hein, comme si les nazis allaient s'accuser eux-mêmes. Bon, alors, bien entendu, que toute espèce d'institution relève de la politique des États. Le droit pénal international ne peut entrer en œuvre que par la médiation des États qui sont partis de la Cour pénale internationale et d'autres instances. Autrement, il ne peut pas être mis en œuvre. Et autrement, alors on dit, si il est mis en œuvre, il irait vers le droit pénal international, irait vers l'horreur d'un État mondial. Alors que on voit très bien, et on en a un exemple en ce moment même, on voit très bien que il y a toujours des tribunaux ad hoc, que à chaque fois, le droit pénal s'applique de façon circonscrite, localement et temporellement, et il faut l'approbation, il faut les décisions et l'intervention des États. Alors, il me semble qu'il institue l'humanité universelle, voilà, c'est ça que je voulais dire, dans ses liens avec la particularité des formes de vie dans lesquelles l'universalité humaine s'objective, dans lesquelles elle devient réelle. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que le droit pénal international instaure le rapport entre humanité, l'idée d'humanité, et le droit international, la notion de ce qui est international, c'est un rapport dans lequel l'idée s'objective et donne réalité à l'idée d'humanité. Alors, il est évident que la capacité de voir le rapport entre l'universel et le singulier dépasse totalement, je dirais, les possibilités de l'esprit qui anime les grossières dichotomies qui sont caractéristiques de la fascination pour les destructions meurtrières. Alors, je n'ai pas le temps de parler de l'histoire de l'être, ce que je voulais faire, dans laquelle s'inscrit l'antisémitisme historial. Je voudrais juste, alors, d'un mot, dire que cette histoire de l'être, qui est supposée être l'histoire de la métaphysique de Platon à juste avant Heidegger, hein, comme cette histoire de l'être qui est l'histoire de l'oubli de l'être. Toute la métaphysique serait l'histoire de l'oubli de l'être. Alors, il me semble qu'il y a quelque chose de très étonnant là-dedans, parce que là, c'est très difficile de dire qu'il y a une métaphysique chez Platon. Il me semble que la métaphysique se caractérise, la philosophie métaphysique, c'est la philosophie première. La philosophie première, on en a une image avec l'arbre cartésien. C'est elle qui est la fondatrice par rapport à toutes les connaissances humaines, parmi lesquelles, bien entendu, en premier lieu, les sciences de la nature et puis les trois branches. Donc, c'est ça la philosophie première, c'est ça la métaphysique. Elle a une existence, me semble-t-il, extrêmement brève, entre Descartes et Wolff, à peu près. Kant lui donne le premier coup de boutoir, Hegel estime que Kant n'est pas allé assez loin, et il me semble que la métaphysique est achevée avec Hegel. Et en dehors de cela, il y a peut-être ce qu'on peut appeler le métaphysique, c'est-à-dire ce vers quoi s'élance l'âme humaine, comme dit Kant, mais il n'y a pas la métaphysique. De sorte que c'est très étonnant que tout le monde accepte cette façon absolument contestable, en tout cas, dont Heidegger et les Heideggeriens, donc, et tous ceux qui répètent la même chose, voient un seul mot de Platon. Alors, Platon, la philosophie a commencé en rompant avec ce qui précédait, c'est-à-dire avec les sophoi, avec les grands sages présocratiques, qui étaient des grandes figures, comme dit Hegel, des grandes figures plastiques, hein, comme Pythagore, fondateur de sectes, poète, etc. La philosophie a rompu avec cela. Eh bien, Heidegger rompt avec la rupture. Lui veut redevenir, non pas du tout un philosophe, rompre avec la philosophie. C'est d'ailleurs ce que déclare Arendt, dans La Ville d'Esprit. Elle dit qu'on en a fini avec la philosophie, et on vient à quoi? Alors on vient à être un prophète, à être un poète, peut-être un penseur, mais pas du tout un philosophe. Voilà, alors je suis obligée de m'arrêter en plein milieu. Pardonnez-moi, je pensais aller plus loin. Voilà, je m'arrête pour vous laisser du temps.